Promotion ou de mettre en avant les produits LP Promotion. Ils seront utilisés à titre d'exemple, évidemment, mais c'est une formation d'ordre plutôt généraliste. Alors, plutôt que le terme formation, je préférerais plutôt partage d'expérience, parce que c'est réellement le cas. Je travaille beaucoup avec, comme vous le savez, des cabinets en gestion de patrimoine de toute taille. Ça part du gros réseau très industrialisé à l'indépendant qui est seul dans son coin. Et donc, on a un retour d'expérience qui est assez important. Et bon, on n'est pas plus malin que les autres. En revanche, on les note toutes les objections. On essaie de les mettre dans l'ordre. Et quand on les met dans l'ordre, ça fait l'équivalent d'une méthode de vente. L'objectif étant d'anticiper justement les objections que l'on pourrait avoir sur ce type de support. Et c'est ça qu'on va faire pendant 2 heures, essayer de répondre au thème du LMNP dans sa globalité. Alors, avant de parler de LMNP, avant de parler d'investissement, avant de parler d'anciens, avant de parler de quoi que ce soit, avant de parler d'épargne, eh bien, parlons simplement de ce qui se passe aujourd'hui dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on travaille en France sur un système de retraite par répartition. Ça veut dire que les actifs d'aujourd'hui cotisent pour les retraités d'aujourd'hui et non pas pour eux-mêmes, pour l'avenir. Et c'est un système qui fonctionne très bien dans les années 70 avec le baby-boom, puisqu'on a un taux de natalité qui est très fort et qu'on a à ce moment-là 4 actifs pour payer une retraite. Bon, aujourd'hui, le taux de natalité il est de 1,9. A priori, vu qu'il faut 2 adultes pour faire un enfant, si on en fait moins de 2 par unité, ça veut dire que la population décroît. Et donc sur un système qui fonctionne par cavalerie, eh bien, ça collapse assez rapidement. La conclusion de ça, c'est de regarder quels sont les salaires annuels de fin de carrière. Je prends l'exemple d'un salarié qui serait à 57 000 € de salaire en fin de carrière, c'est son dernier salaire. Je vous encourage à aller regarder le taux de remplacement qui est en bas de ce tableau, et le taux de remplacement est de 56%. Si on est un travailleur indépendant et qu'à la fin de sa carrière, on est autour de 115 000 € de revenus, votre dernier revenu sera de 30% de ce dernier salaire. Donc la question elle est simple, monsieur le client, vous gagnez 4 000 € par mois dans le ménage, hein, vous êtes tous les deux à 2 000, c'est pas compliqué. À la retraite, je vous propose de gagner 2 000 €. Est-ce que ça vous suffit? Oui ou non? Vous verrez que majoritairement, la réponse elle est plutôt non, c'est un peu limite. Dès lors, il est excessivement important de préparer cette retraite pour avoir du revenu complémentaire. On se rend bien compte que le sujet n'est plus de savoir si on va payer plus ou moins d'impôts, de savoir si on va faire tel projet ou tel projet. Non, le sujet, il est de savoir que si on ne met pas de l'argent de côté lorsqu'on est actif en vue de la préparation de sa retraite, ce n'est pas un jugement de valeur. Le jour de la retraite, à 65 ans, eh bien, on prendra le salaire et on le divisera par 2. Voilà. Si on veut que ce soit différent, eh bien, il faut faire des choses. Et c'est de ces points-là qu'on va pouvoir commencer à traiter. Bon, on est en France et on a une forte appétence pour l'immobilier. Il y a 2 matières en gestion de patrimoine, il y a le financier et l'immobilier. On a une très forte appétence sur la partie immobilière. Je vous propose d'en parler. Vous êtes face à votre client et c'est quoi de l'immobilier pour lui? L'immobilier, c'est j'achète un appart. Vous regardez là, à travers la fenêtre, vous avez un petit immeuble, vous achetez un appartement, vous cherchez un locataire, vous louez, c'est un bien immobilier classique à but locatif et vous signerez un bail d'habitation tout simple. Bon, dont acte. Et puis, vous avez des choses un petit peu plus spécifiques, comme l'immobilier professionnel. L'immobilier professionnel, c'est pareil, mais c'est le local qui est en bas de l'immeuble avec une boutique. Le gros avantage de ça, c'est que vous achetez et vous allez louer à une entreprise qui a un bilan et un chiffre d'affaires. Puis le gros inconvénient de ça, c'est que vous allez louer à une entreprise qui a un bilan et un chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tout va bien, et quand tout va mal, ça peut aller vite très très mal. Si vous avez loué un restaurant en 2020, il est possible que vous n'ayez pas de loyer. Alors oui, ça peut être rentable, oui, ça fonctionne bien, mais on se rend vite compte que c'est un produit de diversification qui est fait pour un secondo investisseur. Or, dans 80% des cas dans lesquels nous travaillons sur notre marché, on est en gestion de patrimoine et pas en gestion de fortune, et clairement, on est plus sur des primo-investisseurs. Donc, on se rend compte que ce n'est pas forcément un produit qui correspondrait. Ensuite, on a la SCPI. Alors, la SCPI, c'est quoi? Vous avez été à la banque, vous avez envie d'acheter de l'IMO, et puis finalement, vous avez une capacité de financement de 50 000 €. Bien, la SCPI, c'est ni plus ni moins qu'une SCI avec plein de gens que vous ne connaissez pas, et vous achetez, et cette SCI achète plein de trucs que vous ne verrez jamais. 10 mètres carrés dans un bureau de 200, plus une boulangerie, plus 3 places dans un parking. C'est ce qu'on appelle la pierre papier. C'est un fonds d'investissement qui sera à dominante immobilière.
Le gros avantage, c'est que ça vous permet de mettre un pied dans l'IMO avec un revenu avec un investissement qui est plus léger. Bon, quid de la liquidité de ce type de produit, c'est ce qu'on appelle réellement la pierre papier. Là, on ne peut pas faire plus papier que ça. Ensuite, on a des produits type défiscalisant. Alors, c'est quoi? Ça, c'est essentiellement la matière dans laquelle nous travaillons, à savoir la réduction d'impôts type loi Pinel, ou bien la Girardin, ou bien les monuments historiques, ou bien les Malraux. Il y en a toute une famille. Bon, c'est très intéressant, vous allez expliquer tout ça à votre client et vous allez vous apprêter à aller lui faire un conseil, mais à l'instant même, vous partez, est-ce que nous sommes tous d'accord pour dire que le premier réflexe va être d'aller sur le bon coin? Je vous propose d'avoir défini Fontainebleau. Fontainebleau, c'est une commune du sud parisien, dans le département de la Seine-et-Marne. C'est un département qui est coté. Hein. C'est un concours international d'équitation. C'est une étape de Coupe du Monde d'escalade avec le concours Red Bull. C'est l'INSEAD, le 3e meilleur MBA au monde. C'est des châteaux, c'est des parcs. C'est une très belle commune. Vous avez été voir la banque et vous avez une capacité de financement d'environ 280 000 euros. Et donc, vous pouvez acheter, pour ce montant-là, un appartement de 258 000 euros. Ce sera un T2 de 54 mètres carrés. Et cet appartement, vous pourrez le mettre à la location pour 870 euros. Alors, l'appartement de gauche et de droite ne sont évidemment pas les mêmes, vous le comprenez bien. Mais l'idée, c'est de pouvoir comparer des choux et pas des choux et des carottes. La première erreur à ne pas faire, ça serait de se dire, génial, 870 euros x 12, que divise 258 000 euros le prix de l'appartement, ça me donne ma rentabilité. C'est un très mauvais réflexe parce que vous allez acheter cet appartement via le levier du crédit. On serait en paiement cash, éventuellement on pourrait en discuter, c'est ce qu'on appellerait un taux de rendement brut. Mais ça ne va pas être le cas, vous allez acheter à crédit. Dès lors, il va falloir aller regarder l'ensemble des entrées et l'ensemble des sorties de la même manière qu'une entreprise le fait quand elle crée son bilan. C'est ce que je vous propose de faire en prenant cet appartement à 258 000 euros, en ajoutant des frais de notaire pour 21 000 euros. Et je vous propose de regarder ce qui se passe la première année, ce qu'il se passe au bout de 10 ans, et puis enfin au bout de 20 ans, quand on aura fini de payer le crédit, on aura considéré dans cet exemple un crédit sur une durée de 20 ans. On va commencer par intégrer un loyer 820 euros et payer une mensualité de crédit de 1 308 euros. Je fais un point stop à ce stade parce que, est-ce que nous sommes d'accord pour dire que pour aller bien la moitié de nos clients, le calcul va s'arrêter là. Le loyer moins le crédit, 488 euros d'effort d'épargne, à peu près pour 500 euros. Bon, de toute façon, il y a bien 2-3 trucs à rajouter, c'est tout le temps pareil, mais j'en suis à 500 euros. Oui, mais posez-vous cette question. Déjà, votre crédit, vous l'avez dit, avec ou sans assurance décès? TEG, TAEG, il y a l'assurance qui est incluse, et vous vous rendrez compte que pour la moitié de nos clients, ils n'en savent pas grand-chose. Il va falloir rajouter un certain nombre d'autres éléments, comme l'assurance décès, pour 58 euros, là aussi un petit point stop. Quand vous faites de l'immobilier, que l'on fasse du neuf ou de l'ancien, du meublé ou n'importe quoi d'autre, on a une assurance décès à souscrire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 58 euros, vous êtes couvert pour près de 280 000 euros. Demain, il vous arrive n'importe quoi, vous laissez 280 000 euros net de charge à vos ayants droit. Si vous deviez économiser 280 000 euros en mettant 58 euros par mois sur un PEL, pour atteindre cette somme, il vous faudrait 4 000 mensualités à peu près, c'est-à-dire à peu près 300 ans. Je ne suis pas tout à fait convaincu qu'on y arrive assez facilement. C'est un produit qui est fabuleux parce que quand vous faites de l'immobilier, vous faites aussi de la prévoyance, vous faites aussi de la protection de la famille. Et dans le cadre du meublé, il faudra en parler parce que derrière, il y aura toute la notion par rapport aux enfants. Bon, vous allez devoir intégrer d'autres éléments tels les charges et la gestion, la taxe foncière, mais également des travaux. Et les travaux, les 10 000 euros à crédit sur 10 ans, vous êtes certain d'y passer. Un coup, ça sera la chaudière, un coup, ça sera je ne sais quel autre élément, mais n'importe qui est propriétaire d'un appartement ou qui a été propriétaire une fois, c'est que ce type d'investissement, on y passera. J'ai pris 10 000 euros de manière complètement arbitraire, mais il va y avoir un autre point à prendre en compte dans les années à venir, c'est-à-dire que d'ici 2024, il sera interdit de mettre à la location des appartements qui seraient des passoires thermiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vraiment découvrir ce qu'est la rénovation et la rénovation lourde. Quand on vous opposera des appartements dans l'ancien, notamment des appartements pas chers, généralement des appartements avec des radiateurs qui seront des grille-pains, des fenêtres qui seront encore en simple vitrage,
Et là, bah, la rénovation, elle sera de l'ordre de 1 000 € du mètre carré. Les tarifications de rénovation, c'est à peu près, évidemment, pour 500 € du mètre carré, vous faites un coup de frais, un coup de peinture, quelque chose d'assez simple. 1 000 €, vous faites une vraie rénovation. À 1 500, vous faites une rénovation de qualité. Et à 2 000 €, vous commencez à passer dans le haut de gamme. On n'est pas encore dans le très haut de gamme, mais vous commencez à passer sur des matériaux qui sont plutôt sympas. Donc 1 000 € du mètre carré, sincèrement, c'est pas s'envoyer en l'air que de le penser. Peu importe, j'en suis pas là, sur mon exemple à 55 mètres carrés qui ont nécessité 55 000 € de travaux, je dis simplement les 10 000, vous y passez. Donc conclusion, cet appartement où j'avais en tête qu'il allait nécessiter 500 € d'effort d'épargne, en réalité, il nécessite 735 € d'effort d'épargne. Au bout de 10 ans, il se passe quoi? Les loyers ont augmenté. On est en France, on travaille sur les crédits à taux fixe. Il faut savoir en profiter parce qu'on est le dernier pays en Europe à bénéficier de taux fixes. Partout ailleurs, on est sur des taux révisables. Donc, ça veut dire que l'ensemble de mes charges va rester fixe. Conclusion, mon effort d'épargne a plutôt tendance à diminuer dans le temps. Enfin, au bout de 20 ans, eh bien, j'ai terminé de payer mon crédit, j'ai donc mon loyer, je n'ai plus que mes charges, ma gestion à payer, ma taxe foncière, et j'ai enfin une rente de 840 €. J'ai donc épargné en moyenne 700 € sur 20 ans pour avoir 842 € de rente. Ça serait dans un monde idéal, c'est dans un monde dans lequel on a oublié un tout petit détail, c'est dans un monde dans lequel on a oublié la notion de fiscalité. Il va donc être important de regarder la notion fiscale. Cette notion fiscale, elle dit quoi? Elle dit que la première année, je vais rentrer un loyer, et puis sur ma 2044, je vais les déduire un certain nombre d'éléments. Je vais les déduire des intérêts d'emprunt, une assurance d'essai, des charges, gestion, taxes foncières, qui vont me donner un sous-total. Ce sous-total va être imposé aux prélèvements sociaux, va être imposé à la tranche marginale d'imposition. J'ai pris de manière arbitraire une tranche marginale à 30%, qui correspond à la majorité des clients sur lesquels nous travaillons. Si nous étions plus élevés, l'impact serait, c'est-à-dire sur quelqu'un qui a une tranche à 41, bien l'impact serait encore plus fort. Donc conclusion, là où je pensais avoir un effort d'épargne de 735 €, je suis en réalité à 878. C'est-à-dire que là où mon client, un client sur deux, il pense à 500 € d'effort d'épargne, 488 pour être précis, la réalité c'est que c'est le double, une fois qu'on a enlevé globalement l'ensemble de toutes les charges et la fiscalité, 878 € pour acquérir ce logement. Au bout de 10 ans, il se passe quoi? Au bout de 10 ans, mes loyers ont augmenté, comme tout à l'heure. En revanche, j'ai consommé énormément d'intérêts d'emprunt, puisque je suis passé de 273 à 142 € d'intérêts d'emprunt. Conclusion, mon sous-total imposable a explosé, il est passé à 554 €. Et en réalité, là où je pensais avoir un effort d'épargne qui allait diminuer dans le temps, eh bien, que nenni, mon effort d'épargne augmente dans le temps pour arriver à 886 €. Enfin, au bout de 20 ans, j'ai mon loyer, j'enlève les charges qu'il me reste, je suis à 842 €, je pensais être tranquille, avoir 842 €, sauf que ces 842 € sont imposables à la CSG, sont imposables à l'IR, dès lors, ma rente sera de 446 €. Voilà la réalité de ce qu'est un investissement dans l'ancien. Je n'y mets strictement aucun jugement de valeur, c'est-à-dire qu'à aucun moment je ne dis que c'est bien ou je ne dis que c'est pas bien. Je dis que si vous avez 280 000 € de capacité de financement, vous pouvez acquérir un T2 à Fontainebleau et qu'il va nécessiter 878 € d'effort d'épargne pour une rente à terme de 146 €. Voilà pour cette première partie. Et je vais vous proposer de parler de LMNP. Stéphane, peut-être tu coupes, tu relances un enregistrement et tu me dis go. Si je parle dans le micro qui est coupé, ça va pas le faire.